Le soleil cogne bas sur l'asphalte, sale de pétrole et de mégots. Un après-midi comme tant d'autres dans le quartier commercial où la ville se donne des airs de modernité. Enseignes néon, caddies abandonnés, Porsche craquelés. Élodie marche d'un pas ferme entre les voitures. Elle n'a pas prévu d'entrer dans la lumière publique, elle travaille, elle fait son chemin. Mais quand elle voit la scène, quelque chose en elle se défait comme un fil trop tendu. Un homme en costume, l'air gelé d'un monde où rien n'atteint la peau, lève la main en forçant une vieille femme vers le trottoir. Elle est maigre comme une branche, les vêtements bousillés, la peau brunie par le soleil et le temps. Des pas-us de cicatrices barrent son visage comme des mots qu'on ne lit plus. Des gens filmant, comme des étoiles mécaniques, éclairent l'instant. Élodie se précipite, sa voix ne tremble pas quand elle s'interpose. « Arrêtez, laissez-la. Qui vous a donné le droit de la pousser comme ça ?» Le milliardaire hésite d'abord, pris au dépourvu, comme si sa couronne de richesse était un costume qui se dégonfle lorsqu'on le touche. Il souffle une réplique froide, l'ombre d'un homme habitué à faire taire les contestations. Mais Élodie ne répond pas. Elle attrape doucement la main de la vieille femme et la tourne. Là, au creux du poignet, une marque, petite, en forme de virgule sombre, une tache de naissance. Élodie lève le poignet devant l'homme en costume. Le mouvement est simple. Le monde autour devient un plateau. Les téléphones lèvent leurs yeux. Les visages se figent. La marque sur le poignet est identique à celle que la vieille femme, haletante, murmure quand Élodie la touche. « C'est lui. Il est mon fils. » Les secondes s'étirent et se rompent comme une corde. Le milliardaire Ethan Blake, déjà célèbre par son nom, mais inconnu de cette femme, blêmit. Il y a un flottement aveugle, la foule qui presse, les murmures qui montent, les téléphones qui tressautent. Les caméras des passants grossissent son visage, traquent la cassure. Ethan ne rit pas, ne crie pas non plus. Son regard se brouille et quelque chose d'autre, loin, commence à percer. Ils appellent une ambulance, parce que la vieille femme s'effondre sur le trottoir. Les murmures deviennent cliquetis électroniques, la foule postant déjà, choisissant des titres. Élodie suit l'ambulance, sans savoir pourquoi elle suit, sinon que la vérité n'a pas d'attente et qu'on ne peut la laisser gisant sur le macadam. Dans l'hôpital, l'air est froid, antiseptique, les néons incapables d'effacer la couleur du soleil. La vieille femme, Ruth Blake, reste souvent immobile entre les soins, comme si chaque respiration nécessitait une volonté de pierre. Elle a des doigts osseux qui tiennent mal la tasse de thé que lui donnent les infirmières. Elle a des instants d'éveil, où ses yeux clairs traversent la pièce, cherchant quelque chose que seule elle voit. Le médecin qui s'occupe d'elle, une femme mesurée, note les marques. Traces d'attache au cou, petites abrasions sur les poignets, et surtout un morceau de métal, un fragment d'anneau brun de rouille, trouvé coincé dans le vêtement, près des côtes. Un morceau de chaîne, dit le praticien à voix basse. Ça ressemble à une attache de ceinture. Le mot détention flotte, mais il ne suffit pas pour condamner. Il suffit pour que la police allume un dossier. Élodie reste. Ses mains tremblent un peu quand elle accepte de s'asseoir sur le plastique froid de la chaise de la salle d'attente. Elle raconte à qui veut l'entendre ce qu'elle a vu sur le parking, l'attitude du milliardaire, la réplique absente. Elle raconte comment la fille du comptoir de l'épicerie a murmuré qu'il s'agissait d'un homme de la famille Blake, que les soutiens légaux et financiers le suivaient comme un cortège invisible. Elle raconte, et dans sa voix s'introduisent des choses qu'elle croyait enfouies, la rage ancienne des invisibles, des travailleurs oubliés. Elle veut à la fois protéger Ruth et chasser le flot d'indifférence. Ethan arrive tard, son costume est froissé, un nœud desserré. Il ne sait pas où poser ses mains. Il entre dans la chambre comme on entre dans un murmure qu'on préférerait ignorer. Il regarde Ruth. La reconnaissance n'a pas encore trouvé sa voix. Il se hâte de parler, d'expliquer, de nier. Il ne nie pas la vieillesse, ni la maladie. Il nie l'affirmation de la mère. Mais la marque, cette tache en virgule sur le poignet, s'obstine. Elle est là, inviolable. Il y a un moment où l'homme d'argent s'assoit devant la femme maigre et cherche des raisons. Ethan se souvient, à la périphérie de sa mémoire, de récits éparpillés, d'un nom que sa famille n'évoque jamais en public. Il y a chez lui un vide. Il l'a comblé pendant des années avec des chiffres, des tableaux, des façades. Il ne sait pas comment répondre à la chaleur d'une main qu'il appelle fils. Dans le couloir, Élodie surprend un infirmier qui tient entre ses doigts un fragment de chaîne, le même que celui décrit plus tôt. Elle le demande, la voix basse. L'infirmier, surpris par la ferveur de celle qui n'est pas de sa clinique, lui remet le morceau. Elle le regarde comme s'il s'agissait d'un morceau d'un puzzle trop longtemps caché. La chaîne est marquée d'un poinçon, petit symbole circulaire, usé, reconnaissable si on connaissait ce langage du métal. « Ils utilisent ça pour attacher, pour tenir, dit l'infirmier. On a vu des choses pareilles après des enlèvements. Pas souvent, mais quand ça existe, ça en dit long. » Élodie serre le fragment jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La présence matérielle d'un objet, rugueux sous la peau, rend la vérité moins fantôme. Elle sent qu'un combat commence et qu'elle ne le livrera pas seule. Restez jusqu'à la fin. Pensez-y comme une garde silencieuse aux côtés de ceux qui n'ont pas de micro. Car la suite, promet Élodie, demande plus que le regard d'un passant.
Le diagnostic initial des médecins reste prudent. Ruth a été malnutrie, déshydratée et présente des signes de privation, muscles amaigris, œdème discret. Les blessures superficielles sur ses poignets correspondent à un lien, comme si l'on avait essayé de la contraindre. La police arrive, fait des photos, recense les témoins. Le sifflement de la ventilation fait office d'horloge. Chaque tic compte comme une promesse que quelqu'un fera les bons gestes. Ethan passe des heures à écouter, debout au pied du lit, tandis qu'Élodie parle à la charge d'un monde qui préfère oublier. Ils ne se comprennent pas encore, mais une alliance fragile se noue entre le milliardaire frappé de stupeur et la femme fatiguée qui n'a que la force de sa colère pour se défendre. Il y a entre eux une scène de courtoisie forcée qui cache la vraie tension. Ethan se sent responsable d'une absence et Élodie voit en lui l'incarnation d'un pouvoir qui a enfermé les voix. Elle ne le laisse pas partir dans le déni. Elle veut des réponses, elle veut des documents, elle veut que la trace matérielle se transforme en preuve. Elle rappelle que les puissants aiment les mots, aiment les phrases juridiques, aiment que l'histoire soit écrite en leur faveur. Mais la vérité, par la peau et le métal, a déjà commencé à se réécrire. Le soir venu, Ruth dort avec un souffle court. La télévision dans le fond murmure des nouvelles locales, un banal crash de camion, un feu d'appartement, mais la vie publique n'a pas encore reniflé son histoire. Ethan et Ethan se retrouvent seuls, dehors, sous la lumière jaune, les mains crispées autour d'un café froid. Ethan allume une cigarette, l'abandonne. Il est incapable de tenir ce geste d'homme de pouvoir. Il invente des raisons, marche entre ses souvenirs, tente de se souvenir d'une caresse qu'il n'a jamais connue. Sa voix est rauque. « Ma mère est morte quand j'avais 10 ans, dit-il enfin, sec, comme si répéter la phrase allait la solidifier. Nous avons été élevés entre maisons et bureaux. Il y a des trous dans notre histoire que la richesse a fait taire. Ce n'est pas à toi de le décider, répond Élodie, mais sa voix n'est pas accusatrice. Elle traque plutôt la vérité. Si c'est elle, alors il y a des choses à découvrir. Des signatures, des anciens employés, des transferts. On commence par les papiers. C'est une promesse faite en deux. Ethan accepte à contre-cœur, à la mesure d'un homme dont l'éducation l'a peu doté d'humilité. Il promet d'accéder aux archives familiales, à la cave où l'on garde les actes, les testaments et les contrats. Mais il promet aussi aux ombres d'une faute qu'il n'a pas personnellement commise, qu'il aidera Ruth. Ce mot glisse, mal assuré. Aider. Cela sonne comme un défi et comme une rédemption commencée. Le lendemain, le bureau de la maison Blake est un écran de bois verni et de tableaux de famille. Sourire figé, portrait aux sourcils raides. Élodie n'a jamais été dans la bibliothèque jusqu'alors. Ethan conduit la petite troupe, un binôme improbable. Lui, la caution de la dynastie, et elle, la femme qui a déclenché l'alerte. Ils trouvent des registres, des lettres jaunies, mais la vérité n'est pas offerte gratuitement. Il faut la convoquer. Ils tombent sur des noms, des dates, des adresses que personne ne voulait voir. Certains contrats ont des clauses qui disparaissent, des traces de griffonnage, des pages arrachées. La question n'est pas seulement « qui a pris Ruth ?», mais « pourquoi l'a-t-on mise là où on l'a oubliée ?» Élodie fouille dans une boîte à chaussures pleine d'enveloppes et trouve une copie d'un testament daté d'il y a 20 ans, rédigé par une Ruth qui évoque des terres, des personnes et un enfant nommé dans un paragraphe confidentiel. L'évidence n'est pas nette. La signature semble différente d'autres documents officiels retrouvés dans le dossier. Le testament a été copié, collé dans un autre jeu de papier. Il manque une page. Quelqu'un a pris la peine de réécrire. Les indices prennent la forme d'un complot administratif. Il contacte un vieil employé, Samuel, homme qui a trop vu pour rester dans l'ombre, mais pas assez pour être resté. Samuel vit modestement, loin des façades, dans une maison au volet bleu de la périphérie. Il a travaillé pour les Blake avant de partir. Il connaît les rythmes du domaine et les gestes que les riches emploient pour cacher les mauvaises herbes. Sa mémoire n'est pas parfaite, mais son souvenir du nom Richard est net. Richard Blake, l'oncle, celui qui gouverne les intérêts moins visibles, l'homme qui sourit aux réunions et ordonne les transactions. Samuel décrit des camions, des sacs, des voitures à heures indues. Il parle d'un contrat avec une société de sécurité privée, Black Haven, et d'un certain Simon Voss, qui venait avec des hommes au regard vide. « Ils l'ont prise pour qu'on ne voit pas », souffle Samuel, les mains tremblantes sur la table où repose un café tiède. « Ils ont dit qu'on le faisait pour le bien de la famille, qu'on protégeait l'héritage. J'ai vu des grands sacs partir la nuit. J'ai entendu des ordres. Faire disparaître, faire oublier. » La phrase fait mal, parce qu'elle traduit l'aveu d'un système prêt à réduire l'humain en matière d'héritage. Samuel, qui garde encore le regret au fond du regard, accepte de fouiller de vieux registres d'entrée et de sortie qu'il avait conservés en souvenir des temps où il avait plus d'audace.
Il montre des noms de sociétés écrans, des comptes ouverts à des dates précises la semaine qui a suivi la disparition de Ruth 15 ans plus tôt. Des transferts, des petits ruisseaux d'argent qui sortent et entrent, pulvérisant la logique d'une banque normale. Élodie sent que les éléments s'emboîtent. Le fragment de chaîne du couloir, la marque au poignet, le testament trafiqué qui a perdu sa page, les virements vers des comptes inertes laissent entrevoir un plan. Ce n'est pas un accident, c'est une délicate machine d'effacement. Elle se rend compte qu'ils ont besoin d'une voix qui résonne au-delà des couloirs de l'hôpital, une voix qui saura rendre public ce que le pouvoir voudrait étoffer. C'est là qu'entre Lena Cavano. Lena est journaliste indépendante, fine et tranquille, portée par une curiosité qui la rend dangereuse pour ceux qui savent se taire. Elle tient son propre site d'investigation, mais elle sait aussi comment donner à une histoire la structure capable de faire tomber les blindages. Élodie la trouve sur une note de numérotation, une recommandation discrète d'un avocat qui n'a pas voulu s'exposer. Elles se rencontrent dans un café où l'odeur de café brûlé masque les autres odeurs. Lena interroge, n'enregistre pas tout, mais note chaque tic. Elle écoute Ruth en train de mâcher les souvenirs, puis observe les photos, les documents, le fragment de chaîne. Son regard s'éclaire comme un phare que l'on allume. « Vous avez des éléments matériels », dit Lena en coinçant le morceau de métal entre deux doigts. « C'est ce qu'il faut. Vous avez aussi un témoin, un ancien employé, et un nom, Richard Blake. Le récit est potable, mais il faut des preuves irréfutables pour pousser la justice. Et il faut que je le publie en 2 temps, une première partie qui pose le scandale, une seconde qui le suit jusqu'aux preuves. » Le plan se dessine. Lena prépare une enquête en 2 volets. Partie 1, la mise en lumière du témoignage et des incohérences. Partie 2, les documents bancaires, le testament complet, les enregistrements. Elle avertit Élodie d'emblée. Une fois que la première pièce sortira, le monde va réagir. Les Blake ont des avocats, ils ont des moyens, ils savent manipuler la narration publique. Mais Lena a des méthodes. Vérification en double, copie cachée, sauvegarde sur serveurs étrangers. Elle n'est pas seule. Son réseau comprend des techniciens capables de remonter les flux des transferts, des contacts bancaires qui acceptent de parler sous couvert. Pendant ce temps, Ethan vit un cataclysme intérieur. Il se rend compte qu'entrer dans l'enquête, c'est se mettre contre sa propre famille. Ses journées deviennent des montagnes russes, réunion le matin avec conseillers, puis visite à Russe l'après-midi, et la nuit, des rêves qui le réveillent en sursaut, un berceau vide, un nom murmuré dans une chambre ancienne. Ses actions restent timides, il crée des accès aux archives et fournit des clés, mais souvent il recule quand la vraie question, la responsabilité morale de s'aligner, le regarde dans les yeux. L'hostilité ne tarde pas, Richard apprend que quelqu'un a approché Lena. Il croit d'abord à une rumeur, puis quand la première publication arrive, il comprend qu'il faut riposter. Dans son bureau aux murs opaques, il pose la main sur une photo encadrée de la famille et la tourne. Sa voix ne hurle pas, elle est glaciale. Il compose le numéro de Simon Voss, de Blackhaven. « Gérez-le », dit Richard d'un ton sans tremblement. « Si cela va plus loin, je veux que tout soit effacé. Pas de traces, pas de témoins. » Simon répond, avec la lenteur d'un homme qui accepte trop souvent des ordres, « Compris. » Lena publie la première partie. Elle choisit ses mots avec soin, elle titille l'opinion publique sans l'accuser plus que ce que les preuves permettent. Elle met en avant la marque, le témoignage d'Élodie, le fragment métallique et la version incomplète du testament. Elle accompagne l'article de photos d'extraits du journal intime de Ruth, page griffonnée, une écriture au tremblement d'âge qui dit, par bout, la vie qu'on lui a volée. L'intitulé circule, les notifications montent, les commentaires se polarisent. La réaction est immédiate, les comptes des réseaux sociaux de la maison Blake se verrouillent, on observe l'habituelle chorégraphie de la défense, communiqué laconique, avocat qui jure la bonne foi, appel à l'intimité privée. Mais le message de Lena fait mouche, il ramène à la surface une affaire que la ville avait apprise à oublier. Les journalistes de chaîne reprennent, les talk-shows feintent une indignation performative, la foule reprend le récit, l'indignation circule comme une épidémie. Pendant la tumulte, Ruth est transférée dans une chambre mieux surveillée. On redoute qu'on ne la fasse disparaître à nouveau. Élodie fait des nuits blanches, patente au pied du lit, tandis qu'Ethan jongle entre l'innocence et le pragmatisme. Dans l'ombre, des silhouettes se déplacent. Un van sans plaque s'attarde près d'un café où Samuel déjeune, un jour après avoir donné son témoignage. Des appels anonymes harcèlent Lena, une porte se fissure quelque part, et un regard suit la journaliste dans la rue. La tension monte. Les preuves, bien que solides dans leur conjonction, ont encore des trous. C'est souvent dans ces lacunes que la puissance s'engouffre. Mais la vérité a trouvé un haut-parleur, et pour la première fois depuis 15 ans, on parle de Ruth Blake. Une nuit, Ruth se réveille en proie à un souvenir si précis qu'elle en tremble. Des mains la retenant, une voix disant qu'elle devait disparaître pour protéger l'ordre. Dans le halo de la nuit d'hôpital, elle écrit d'une main qui tremble une note sur le papier que tend une infirmière. Quelques mots se dessinent. « Ils ont pris ma chemise. Ils ont pris mon nom. R l'a dit. J'ai pensé qu'ils m'aideraient. J'étais naïve. » Ce court fragment de journal, retrouvé plus tard, circule entre Lena et Élodie comme un talisman muet. Il contient un R qui résonne comme une initiale lourde. L'enquête, désormais,
à un axe. Samuel ajoute un détail qui n'était pas prévu, un enregistrement d'une conversation, ancien, amateur, trouvé caché dans une boîte. Une voix de femme pleurant, une voix d'homme qui promet que tout sera réglé. La voix d'homme ressemble vaguement à celle que Samuel a toujours associée à Richard. Ce document n'est pas incontestable, la qualité du son est mauvaise, les identités difficiles à prouver, mais il suffit à faire vaciller le calme apparent. Dans un monde où la vérité est souvent noyée par l'argent, la rumeur publiquement sourde devient un argument. Il faut désormais 2 choses, plus de documents et une sécurité pour Ruth. Lena trace un plan. Elle publiera l'histoire en 2 volets. La première partie, déjà en ligne, est une lance dans le flanc. La seconde devra contenir des preuves financières et les photocopies du testament original. Pour cela, ils ont besoin d'un accès aux coffres et registres que la maison Blake protège comme on garde un trésor. Ils ont besoin aussi de protéger Ruth d'une tentative de disparition organisée. Entre ceux qui veulent préserver leur empire et ceux qui veulent rétablir la vérité, la lutte s'installe. Élodie, qui n'a jamais demandé de place dans aucun panthéon, sent le poids d'un destin qu'il a choisi. Elle prend des mesures. Elle s'adresse aux associations locales, appelle des anciens collègues, convainc un avocat bénévole de déposer des demandes officielles d'accès à certains documents. Ethan, en privé, efface des verrous du serveur familial, mais il tarde à sortir du cercle protecteur qui l'entoure. Sa progression est lente, d'abord gestuelle, puis émotionnelle. Il commence à sentir la culpabilité comme un instrument de transformation, mais il faut plus que des regrets pour redresser des erreurs ancrées depuis longtemps. La riposte de la famille ne tarde pas. Un avocat publie une lettre accusant Lena de diffamation, exige des preuves et menace des poursuites. En parallèle, des hommes en veste sombre suivent Samuel jusque chez lui la nuit. L'intimidation monte en pression. Élodie reçoit un coup de fil anonyme. « Rangez-vous du côté du silence, sinon vous en subirez le prix. » Son ton est sec, laconique. Elle répond par silence et par agilité. Elle sait qu'il faut accompagner la dénonciation d'un blindage. Lena, pour sa part, ne recule pas. Elle active son réseau technique, sauvegarde ses fichiers sur des serveurs étrangers, multiplie les copies. Elle sait que l'info est fragile face à l'argent. Elle organise aussi des rencontres publiques discrètes. On publie des extraits, on fait circuler des photos du fragment de chaîne, on diffuse la photo de la marque sur le poignet de Ruth. La ville, qui s'est habituée à effacer ses blessures, se trouve soudain regardée. La scène se termine sur une nuit orageuse. Ethan reçoit un message vocal de son oncle Richard. La voix est polie, mais l'équilibre du monde éclate dans l'alerte froide. « Tu veux bien calmer cela, Ethan, pour nous tous. » « Regarde autour de toi !» Ethan raccroche, la voix dans la gorge. Il sait que l'oncle n'ordonne pas uniquement pour le pouvoir, il croit tenir l'ordre. Mais quelque part, dans le lit d'hôpital, une vieille femme a été rendue à l'air, et sur son poignet, la marque parle. Dans la pénombre, Élodie caresse la rouille du fragment de chaîne. Elle sent son histoire couler dans ses doigts, la promesse d'un combat qui ne sera pas propre, qui exigera patience, ruse et une solidarité avec des gens qu'on a longtemps laissés dehors. Elle regarde Ethan, qui pour la première fois reflète la gravité d'un homme prêt à accepter la honte plutôt que la façade. Ce n'est pas assez, mais c'est un commencement. Le réseau de Lena s'active, on prépare la suite. Les premiers commentaires en ligne exigent des noms, d'autres défendent la famille. La ville frissonne. Dans l'atelier d'un technicien à mise, on remonte les virements, une suite de petits montants, au début anodins, puis soudain une somme qui transite vers une société écran enregistrée à l'étranger la semaine de la disparition. Des noms de sociétés sans activité réelle apparaissent, des comptes vidés et reconstitués. C'est la première preuve chiffrée que l'on tient. Elle relie l'événement à des actes financiers mesurables et délibérés. Samuel montre un document imprimé à l'encre déjà pâlie, trouvé dans des archives poussiéreuses. Un relevé signé, dont la signature ne ressemble pas à celle du testament authentique d'autres actes. L'empreinte laisse poindre la fantaisie d'un faux, un coin de lettre trop arrondi, une boucle qui ne correspond pas. Ce sont des détails que la plupart des gens ne voient pas, mais Lena et son équipe les notent, photographie, double, triple. Face à l'accumulation de signes, Richard resserre ses rangs. Il contacte Blackhaven et Simon Voss donne des solutions. Rien d'illégal à annoncer, tout est suggéré, tout est action. Porte qui claque, témoins effrayés, petits comptes anonymes alimentés. La puissance sait employer des moyens qui ne la compromettent pas directement. Pourtant, quelque chose commence à se fissurer. L'image publique se craquelle, et dans la fissure, la poussière d'une injustice oubliée redescend. La première partie de l'histoire a été donnée au public. Elle a mis à nu une possibilité, une inquiétude. Mais la deuxième partie, celle qui contiendra les preuves bancaires, le testament intégral et la confirmation de la responsabilité, n'est pas encore livrée.
Tous les acteurs s'ajustent pour ce prochain round. Les uns préparent la défense, les autres collectent les pièces. Les presses locales ont allumé leurs projecteurs. Dans les couloirs, la tension se fait plus dense. Et au milieu de tout cela, Ruth, dans son lit d'hôpital, ferme les yeux et pense à un rocking chair sur une véranda, à l'odeur des magnolias et au chant des insectes couchants. Elle pense à un enfant que l'a aimé sans savoir comment le garder. Dans ses rêves, elle chante une chanson qui n'appartient qu'à elle, une phrase simple que seule la mémoire d'une femme qui a connu l'absence peut porter. Si la vérité est une porte, qu'elle s'ouvre tout entière. La porte est maintenant entrebâillée, mais l'ouverture totale demandera du temps, de la patience et la volonté de se battre contre des murs qui ont été construits pour étouffer les cris. Élodie pose le fragment de chaîne sur la table comme un talisman. Ethan relate des fichiers, mais refuse encore d'alerter la place publique plus qu'il ne l'a fait. Léna prépare son deuxième volet. Samuel tremble dans sa petite cuisine. Richard compose des numéros. Et dans l'ombre, Simon Voss et Blackhaven calculent leurs prochains mouvements. Le jeu est lancé. Les cartes ne sont pas toutes visibles, mais quelque chose dans l'air a changé. Une famille n'est plus seulement une façade. Une vieille femme a retrouvé sa voix, et la ville, qui se croyait sûre de ce qu'elle savait, doit maintenant réapprendre à regarder. Le jeu est lancé, et les jours suivants s'étirent comme une pelote qu'on remonte à la main, douloureuse, précise, implacable. Léna travaille sans relâche. Dans une pièce faiblement éclairée, entourée d'écrans, elle monte la deuxième partie de son enquête. Les documents s'empilent, copies scannées de relevés bancaires, images floues d'un coffre, photos des registres signés, et le testament dont la page manquante a été retrouvée enfouie sous une pile de lettres jaunies. Elle sait que la seconde livraison doit transformer les soupçons en preuves tangibles. Extrait de l'enquête de Léna, partie 2, version condensée. Une analyse des flux financiers montre des versements réguliers, de petits montants fractionnés sur plusieurs comptes, culminant la semaine suivant la disparition de Ruth Blake. Ces sommes transitent par au moins 3 sociétés écrans enregistrées dans 2 juridictions étrangères. Les signatures sur l'exemplaire du testament retrouvé in situ montrent des variations consistantes avec la signature authentifiée sur d'autres actes de Ruth. Des témoins anonymes confirment l'implication d'une société de sécurité privée engagée mensuellement par la maison Blake. Les pièces jointes au document laissent apparaître un poisson métallique identique à celui trouvé sur le fragment de chaîne découvert sur la patiente. Les mots de Léna sont précis, froids comme des scalpels. La diffusion de la seconde partie provoque une onde. La première avait ouvert la porte, la seconde y met le pied. Les autorités fiscales et la police économique prennent acte. Des demandes officielles d'accès aux comptes sont envoyées. Des mandats sont rédigés. La salle d'audience médiatique s'embrase. Mais cette fois, le feu n'est pas seulement de la rumeur. Il est alimenté par des documents que l'on ne peut aisément ignorer. Richard, qui jusque-là jouait la carte du déni diplomatique, sent la pression se transformer en menace directe. Il déploie sa réponse. Avocat, communiqué, compte de réseau verrouillé. Mais il y a autre chose qui s'active. L'instinct de survie. Et la conviction que la préservation du patrimoine familial justifie les moyens les plus durs. Il appelle Simon Voss, et ses instructions sont claires, sans jamais franchir la ligne qui conduirait à une accusation immédiate sur lui-même. Neutraliser les sources, dit-il, rendre inefficace la voie publique. La nuit où l'on prépare le montage final pour l'enquête de Léna, Ruth disparaît de l'hôpital. Ce n'est pas une évasion douce ni une fuite bénigne, c'est une opération, froide, organisée, qui ressemble à un effacement prémédité, un transfert administratif falsifié, une ambulance affrétée par des hommes à l'air calme. Les caméras de sécurité sont brouillées pendant quelques minutes, contours flous aménagés par des systèmes manipulés. Quand Élodie et Ethan s'aperçoivent du vide dans le lit de Ruth, c'est comme si le sol venait de leur lâcher tout droit. La panique se répand, mais Élodie a appris dans les jours qui viennent que la panique ne remplace pas l'action. Elle alerte Léna, qui dans les heures suivantes n'a que quelques options. Publier un flash pour alerter la population, contacter ses sources au sein des forces de l'ordre, renforcer la visibilité médiatique. Ils font tout cela, mais le temps est compté. Un appel anonyme signale un van circulant à vive allure vers l'est, hors de la ville. Samuel rappelle un numéro que nul ne connaissait, la série de camions qui, autrefois, avaient transporté des biens du domaine à des entrepôts isolés. Léna et Élodie, épaulés par un petit groupe d'alliés, Samuel, un policier honnête nommé Lemaire et 2 techniciens du réseau de la journaliste, se lancent dans une traque. La piste la plus concrète vient d'un petit détail technique. Un GPS de chantier, oublié dans la botte à gants d'un des véhicules aperçus sur la scène. C'est un détail minuscule, presque grotesque, mais il n'y a que des détails pour tenir une chaîne d'événements. Le technicien de Léna exhume les pings. Le van a fait une halte dans une zone industrielle désaffectée, non loin d'un ancien entrepôt de conditionnement. L'opération de récupération est organisée avec la prudence de qui sait qu'un faux pas peut coûter une vie.
Le maire obtient un mandat nocturne. Ils ne sont pas nombreux. Élodie, Ethan, Léna, Samuel, le maire et 2 agents prudents. Ils quittent la ville dans la pénombre, les phares rabattus, le cœur battant comme une cloche. L'entrepôt se dresse comme une proue noire au milieu d'une mer d'asphalte. La porte métallique est entr'ouverte, une odeur de poussière, de vieille huile et d'éthanol. Ils avancent, se couvrent, appellent. Une silhouette répond. Le film commence. Ils trouvent Ruth dans une pièce arrière, assise, les yeux grands ouverts, une chaîne courte pas encore à son poignet, l'empreinte rouillée visible sur la peau. Elle n'est plus maigre comme les premiers jours d'hôpital. La faim et la peur ont creusé des lignes nouvelles. Mais elle reconnaît les visages. Quand Élodie s'agenouille auprès d'elle et qu'elle attrape la main, Ruth murmure, non d'une voix brisée, mais d'une voix qui porte la mémoire d'une vie retenue. « Vous êtes venu ». Léna, qui porte une caméra, enregistre chaque seconde. La lumière du projecteur fait rouler des ombres. Samuel tient la porte. En filme la clé rouillée qui cède, la chaîne brisée, la main d'Ethan qui tremble en aidant Ruth à se lever. C'est une scène gutturale de libération, et en même temps la preuve qu'il faudra pour faire tomber ceux qui ont ordonné l'effacement. La preuve audiovisuelle devient la pierre angulaire de la poursuite. Léna migre le flux vers un serveur sécurisé et envoie à plusieurs rédactions un extrait chiffré. Elle fait un choix stratégique, diffuser quelques images en direct, laisser la police agir sur la base d'un mandat existant, mais permettre au public de voir ce qui, jusque-là, restait dans l'ombre. Le direct met une pression supplémentaire. Les âmes qui gardent la pièce, employées de Blackhaven à la réputation rude, se dispersent. Certains tentent de fuir et sont interceptés par le maire et ses renforts. Le van qui amenait Ruth est saisi, et dans la boîte à gants, on retrouve des documents, feuilles d'instruction, compte-rendu daté, une note où figure le nom d'un compte bancaire précis. La police, munie des preuves visuelles, des ordonnances et d'un dossier financier que l'EMA a fourni, procède à des arrestations. Simon Voss ne se trouve pas sur place. Il a d'abord nié toute implication, mais la traînée de documents le relie indirectement à l'opération. Plusieurs de ces hommes sont arrêtés pour complicité. Un ordre d'injonction cible Blackhaven, obligation de remise de documents, interdiction de nouvelles missions dans tout le comté. Richard fait profil bas. Il reste dans l'enceinte feutrée de ses avocats, mais le filet se resserre. Les transactions bancaires, les relevés signés, les points sang sur certains contrats, les mails internes, tout compose un réseau de preuves. En salle d'enquête, le travail des experts commence. La police économique chiffre les flux. Un expert en documentologie compare les signatures. La page manquante du testament porte des vocalises de lettres déformées, différentes boucles, un filet d'encre qui ne correspond pas à l'encre présente sur les autres documents identifiés. Un avertissement légal, mais aussi un élément qui permet de demander une confrontation judiciaire. La charge judiciaire se cristallise en plusieurs chefs d'accusation. Faux et l'usage de faux, complicité de détention illégale, mise en danger de la personne et côté économique, fraude et blanchiment d'argent. Les avocats de la défense tentent des stratagèmes classiques, contester la chaîne de possession des preuves, questionner l'authenticité des vidéos prises par une journaliste partisane, évoquer des supposées manipulations. Léna anticipe tout et présente des sauvegardes horodatées, des copies partagées à des serveurs indépendants, des témoins de réception. Le lancement d'un procès public contre la famille Blake secoue les enchâssements du pouvoir local. Les actionnaires de la holding familiale convoquent une assemblée d'urgence. Les banques demandent des comptes, certains membres du conseil démissionnent. La valeur en bourse de l'Empire chute. Les voix de l'opinion publique réclament justice. Pour la première fois depuis des décennies, la machine de la famille est prise en défaut et exposée au regard. Mais la bataille va au-delà de l'éclat médiatique. Cassandra Blake, jeune héritière volatile et nerveuse, monte une action civile contre Élodie et Léna pour diffamation. Sa démarche est moins une tentative légale que politique. Elle vise à étouffer la parole publique et à dissuader d'autres témoins de s'exposer. Son procès est saisissant par la brutalité de la manœuvre. Cassandra campe la figure d'une famille blessée et son avocat joue sur le registre de l'atteinte à l'honneur. Le maire, qui a gardé Samuel sous protection, organise sa déposition filmée. Samuel, dont la voix tremble encore, affirme devant la caméra et plus tard en cour « J'ai vu des véhicules, j'ai vu des hommes, j'ai signé des documents, mais pour le silence, on m'a payé une fois, puis plus. » Son témoignage impose un cadre factuel. Plusieurs anciens employés, enfin, nourris par la possibilité de voir rétablie une vérité, acceptent de témoigner anonymement. Le maire et Léna agrègent ces dépositions en un dossier solide. Le procès pénal commence. Ce n'est pas une comédie. Les audiences sont longues, techniques. Les avocats de la défense tentent d'exploiter chaque faille, de saper la crédibilité des témoins, de réclamer l'exclusion de certaines pièces pour vice de procédure. Mais la suite d'éléments, la vidéo du sauvetage, les relevés bancaires, les analyses graphologiques, les notes internes illustrant des ordres indirects, finit par faire pencher la balance. Ruth, préparée et soutenue, accepte de témoigner. Sur le banc des victimes, elle s'assoit. Elle n'est pas toujours forte pour parler. Elle a des pauses, des larmes qu'on devine. Mais quand elle parle, sa voix contient quelque chose d'incandescent. Elle décrit des nuits blanches, des corps qui passent, des promesses non tenues. Elle dit aussi une chose que personne ne lui a arrachée. J'ai aimé un enfant. Je sais son nom. Sous serment, elle donne des détails que seul un membre de la famille pouvait connaître. Souvenirs de biberon, d'un mouchoir, d'une chanson. Ce sont des pièces intimes, difficiles à contester.
Ethan, face aux caméras et au tribunal, fait un choix qui marque sa transformation. Il ne se retranche pas dans le silence des héritiers. Il témoigne. Sa déposition est une suite de silence et d'honnêteté. Il reconnaît l'aveuglement d'une jeunesse gâtée, il assume la complicité d'un système qui a préféré l'ordre familial à la vérité. Il n'accuse pas publiquement son oncle du jour au lendemain, il raconte plutôt son cheminement. Ses aveux sont mesurés, empreints d'un remords tangible. Ils lui coûtent sa place à la tête de certaines sociétés, mais ils apportent une crédibilité essentielle au dossier de la partie civile et à l'enquête. La défense, de son côté, contre-attaque en tentant de lier Ruth à des troubles cognitifs, en insinuant que les années, la maladie ont altéré sa mémoire. C'est un argument que le public a déjà entendu, d'évaluer la parole des plus faibles. Mais l'assemblage des preuves matérielles, la chaîne avec ses poinçons concordants avec ceux retrouvés sur des outils du domaine, les transferts bancaires, les emails internes, rendent ces attaques moins efficaces. Un tournant procédural survient lorsque les autorités parviennent à remonter la chaîne financière jusqu'à une banque étrangère. Une commission rogatoire internationale facilite l'extraction de copies de certains comptes. Les sommes correspondent à des paiements faits après la disparition de Ruth, des factures payées, des frais divers. La traînée monétaire n'explique pas tout, mais elle prouve l'existence d'un système sophistiqué de dissimulation. Des officiers fiscaux, mandatés pour enquêter, confirment que l'opération a été conçue pour déplacer des actifs et neutraliser des individus considérés comme gênants. Face à l'accumulation, Richard perd son aplomb. Sous pression médiatique et judiciaire, et voyant l'Empire s'éroder, il tente une stratégie de dernier recours, négocier un accord afin d'éviter un procès qui dévoilerait encore plus. Mais un accord qui muselle la vérité n'est pas acceptable pour les familles des victimes et pour la société civile mobilisée. Des voix s'élèvent pour exiger la transparence, pas les arrangements. Au terme d'un procès de plusieurs semaines, la Cour rend un verdict complexe mais historique. Plusieurs des hommes de main de Simon Vos sont condamnés pour la détention illégale et l'enlèvement. Simon est inculpé pour sa complicité active dans les opérations. Richard, face aux charges plus lourdes de falsification de documents et de conspiration, est inculpé et renvoyé devant une juridiction pénale spécialisée pour des audiences supplémentaires. Les poursuites financières entraînent des saisies. La holding familiale voit sa structure de gouvernance révisée. Des administrateurs indépendants sont nommés en urgence par ordonnance judiciaire. Le scandale provoque des enquêtes réglementaires approfondies. La victoire n'est pas totale. Certains des acteurs économiques trouvent des arrangements, des peines réduites contre la coopération. Le système judiciaire, lent et prudent, tranche selon la loi. Mais une chose est claire, la façade qui protégeait des décennies d'impunité s'effondre, et cela crée un précédent. La vérité, une fois rendue publique, ouvre la voie à la réparation. Ethan, blessé mais déterminé, refuse de laisser la chute familiale se transformer en pillage. Il crée, avec l'aide d'un groupe d'avocats, un plan de réparation. Une réaffectation des biens et des fonds pour financer la création d'un centre de rétablissement et d'un fonds d'aide aux victimes, supervisé par un conseil indépendant. Les banquiers, forcés par les saisies et l'opinion publique, soutiennent en partie l'opération. La maison qui écoute naît de ces décisions. La maison qui écoute n'est pas un simple symbole. Elle naît d'une exigence, transformer une richesse mal utilisée en ressources pour ceux qui en ont été privés. Dans un ancien bâtiment du domaine, converti en centre communautaire, on installe des salles d'écoute, des bureaux d'aide juridique pro bono, une petite clinique et des ateliers pour des personnes cherchant à se réinsérer. Ruth participe à l'inauguration. Elle ne parle pas longuement, mais elle parle vrai. « C'est pour ceux qu'on a fait taire, dit-elle, la voix parfois faible, parfois ferme, pour ceux qui n'avaient pas de place à la table. » Le public applaudit, mais la signification la plus profonde est observée dans les regards des anciens employés, des voisins et des familles brisées qui, pour la première fois, obtiennent un espace pour être entendus. La transformation institutionnelle s'accompagne d'une réhabilitation sociale. Les juristes qui acceptent de travailler au centre offrent des ateliers sur les droits, des conseils pour les victimes de violences et de détentions illégales. Des programmes de formation sont lancés pour les jeunes du quartier, soutenus par des subventions issues des saisies et d'un partenariat avec des ONG. Élodie, qui jamais n'a cherché une place de pouvoir, se trouve propulsée dans un rôle d'organisatrice. Elle dirige une cellule de réception des témoignages, elle gère des rencontres, elle met en contact des victimes avec des avocats amicaux. Son autorité est tranquille, née de l'engagement et non de la légitimité familiale. La relation entre Élodie et Ethan ne se réduit pas à un conte d'amour. Elle est d'abord une alliance, forgée dans l'épreuve. Ils traversent des tensions humaines, des reproches, des peurs, des nuits où le passé de chacun pèse comme une capuche. Ethan doit accepter les conséquences de sa famille. Élodie doit accepter la part d'ombre que représente son lien affectif naissant avec l'homme qui fut l'astre du monde qu'elle combat. Leur intimité se constitue dans de petites choses, des pauses café partagées dans l'aube, des conversations où Ethan écoute enfin sans défendre, des gestes où Élodie accepte une main qui n'est plus celle d'un commandant, mais d'un compagnon. L'évolution se déroule lentement, avec prudence. Aucun conte n'est accéléré. La reconstruction prend le temps nécessaire pour durer. Ruth, quant à elle, traverse une longue convalescence. Les traces de son temps d'absence demeurent. Cicatrices, douleurs, souvenirs troublés.
Mais elle récupère une dignité qu'on lui avait prise et devient la figure morale du projet. Au tribunal, au micro des radios, dans le jardin du centre, elle répète souvent une phrase courte. « Être entendu, c'est renaître ». Ces mots circulent, se transforment en slogan, puis en engagement concret. Léna poursuit son travail journalistique, mais elle change sa manière de raconter. Elle ne cherche pas à offrir des martyrs, ni à immoler des figures. Elle veut révéler les mécanismes, enseigner. Son second article est suivi d'un long dossier sur la manière dont les sociétés écrans opèrent, sur la responsabilité morale des acteurs et sur des propositions de réforme légale pour garantir que les chaînes de valeur financière ne servent plus à effacer des vies. Son travail déclenche des débats dans les commissions parlementaires et des propositions de loi visant à renforcer la transparence des transferts vers des entités étrangères. Devant l'audience publique, la chute de l'Empire Blake a aussi produit des victimes collatérales, des employés dépossédés et des familles dont le salaire de subsistance était lié à l'ancien ordre. La Maison qui écoute met en place des programmes de reconversion et des subventions temporaires. Ethan, qui a cédé plusieurs de ses fonctions, consacre désormais son énergie et ses ressources à ces programmes. Son geste est à la fois tentative de rachat et reconnaissance qu'il doit participer à la réparation. Il s'expose au mépris de certains, à la défiance d'autres, mais il persévère. Les poursuites civiles engagées par Cassandra contre Elodie et Léna sont finalement rejetées. Sa manœuvre juridique, qui cherchait à intimider, se heurte à la robustesse des preuves et à l'indignation publique. Cassandra, conseillée par des avocats plus prudents, finit par retirer sa plainte, mais non sans laisser des blessures et des leçons sur la manière dont l'argent peut être utilisé pour manipuler le droit. Avec le temps, la ville commence à guérir. Le jardin autour de la maison qui écoute est planté de magnolias. On y installe un rocking chair peint en bleu qui appartenait à la mère d'un des anciens employés. Ruth, un après-midi d'été, s'y assoit. Elodie la rejoint avec 2 tasses de thé. Elle regarde les magnolias, la lumière filtrante en tache sur le pas de porte. Ruth prend la main d'Elodie comme pour sceller un pacte fragile mais sincère. Merci d'avoir trouvé ma main lorsque personne ne voulait la voir. La reconstruction n'efface pas les cicatrices, mais elle les place dans un récit de sens, des réparations institutionnelles, des filets de sécurité pour les plus vulnérables et une mémoire publique qui refuse l'effacement. Des procès subséquents contre des acteurs financiers aboutissent à des amendes et à des obligations de réforme. Certaines entreprises ont leurs dirigeants remaniés. Blackhaven affronte une poursuite et une réorganisation forcée. Simon Voss est inculpé et, à la suite de témoignages et d'aveux partiels, fait face à des peines d'emprisonnement. Le temps trace aussi la transformation intime d'Ethan et d'Elodie. Leur histoire d'amour mûrit sans outrance. Ils acceptent l'idée d'un engagement qui ne s'appuie pas sur la prétendue perfection d'un héritage, mais sur la fragilité partagée et la responsabilité. Leur mariage, célébré quelques années plus tard, est discret. Il a lieu dans le jardin de la maison qui écoute, entouré de ceux qui ont résisté. Samuel, Léma, le maire, des voisins, les bénéficiaires du centre, et Ruth, rayonnante malgré les rites de la vie. Il n'y a pas de faste, seulement des fleurs sauvages cueillies au matin, un ruban usé. Des voix qui chantent doucement. Ethan et Elodie échangent des vœux simples, loyauté à la vérité et promesse d'un travail de chaque jour pour maintenir l'équité. Le procès de Richard se conclut plus tard par une condamnation suivie d'appel. L'ampleur des sanctions financières et pénales impose à la famille Blake de restructurer ses actifs. Une partie de l'ancien domaine est transformée en parc public, une part de la fortune est consacrée à des fonds de réparation et à la maison qui écoute. Les clauses de gouvernance imposées par les autorités garantissent une surveillance externe. Les changements ne rendent pas à la famille ce qu'ils ont pris, mais ils offrent une réparation structurale qui empêche certaines répétitions. Ruth, qui a retrouvé une place de parole, écrit quelques lettres que Léna compile plus tard dans un petit recueil. Un extrait de cette lettre, celle qu'elle adresse aux générations futures, circule et devient l'une des pierres angulaires de la maison qui écoute. Extrait de la lettre de Ruth. J'ai été tenu pour invisible. On m'a dit d'oublier mes liens, mais la mémoire est plus tenace que l'oubli. Les visages me reviennent, les chansons aussi. Je veux que ceux qui entrent ici sachent qu'une main peut se tendre et que la main tendue transforme le monde. Le centre organise des ateliers, des conférences, des journées d'écoute et devient un point de référence pour les victimes et les familles de la région. Léna y donne parfois des conférences sur l'importance d'une presse indépendante et responsable. Samuel y vient pour raconter ce qu'il a vu et encourager d'autres témoins à parler. Le maire coordonne un programme de formation pour les agents sur la prise en charge des signalements de détention illégale. Les initiatives sont lentes, mais visibles. Loin des tribunaux et des unes des journaux, la vie reprend son rythme. Des enfants jouent autour du rocker. Une bénévole enseigne l'alphabet à des adultes. Une petite cuisine communautaire s'active. Elodie, chaque matin, ouvre les portes de la maison. Elle reçoit des familles, organise des rendez-vous, écoute. Sa façon d'être, ferme, douce, déterminée, devient un phare. Elle n'aspire pas aux honneurs, elle cherche l'efficacité. Les gens viennent pour ça.
Une nuit d'automne, alors que les magnolias ont perdu leurs fleurs, Élodie et Ethan s'asseyent sur le porche, regardent la lueur chaude à l'intérieur où l'on discute, chantonne, travaille. Ethan prend la main d'Élodie. Il est plus calme que jamais. Il a appris que la responsabilité est un métier, non un titre. Elle sourit et pense à tout ce qui a été perdu et trouvé. Ils ne parlent pas longuement. Les mots ne suffiraient pas, et ils le savent. La dernière image de la ville que porte le récit est simple. Un rocking chair qui se balance doucement sur le porche de la maison qui écoute, une main ridée posée contre la main d'une femme plus jeune, et les magnolias en arrière-plan. Il y a de la paix, fragile, mais elle est portée par des actes. La chute d'un homme de pouvoir n'a pas été la fin en soi. Elle a été le début d'un long travail pour réparer, pour écouter et pour rendre des comptes. Ce récit montre que la vérité, même enfouie, finit par trouver une issue si des voix la cherchent, si des mains se tendent pour rompre le silence. Il montre aussi la complexité des êtres. Ethan n'est pas seulement coupable par omission, mais aussi capable de changement conscient. Élodie n'est pas simplement une lanceuse d'alerte, mais une constructive qui transforme la douleur en édifice communautaire. Ruth retrouve une place et devient la voix d'une génération trop longtemps muette. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la vérité mérite d'être recherchée. Et dites-nous, quelle vérité vous a le plus surpris au fil de ce récit ?